Donc voilà. Et puisque vous parlez des Maintenant, arriérés, évidemment, des salaires, je voudrais m'arrêter un instant à ce niveau. Lors de la, comment ils appellent ça, la quinzaine, évidemment, du gouvernement, du 9 octobre, donc c'est récent là, 2024, un journaliste a posé la question à Thierry Mongala sur la réduction du train de vie de l'État. Écoutez la réponse qu'il donne et on revient sur le plateau. On a l'impression qu'il y a quelque part, comme au temps d'Ali Baba, une caverne dans laquelle secrète, donc dans laquelle les autorités, les dirigeants et les institutions puiseraient à l'insu du reste de la population. Je ne veux pas redire ici ce qu'a déjà dit Monsieur le Premier ministre du haut de la tribune du Parlement, je crois que c'était au Sénat, les retards d'émoluments de salaire ou de tout ce que l'on entend par rémunération des membres des institutions sont aujourd'hui de 4 à 5 mois, voire à 6 mois selon les institutions. De fait, la réduction du train de vie de l'État dont vous parlez, elle se fait au forceps. Voilà, alors Béchar Tombé-Lundu, pour Thierry Mongala, le fait d'accumuler ou d'avoir des impayés, j'allais dire, des arriérés, des monuments, puisque chez eux on parle en termes d'émoluments, ça ne passe même pas par les banques, par le circuit bancaire, on les paye à la main, tout le monde le sait, et donc ils accumulent aujourd'hui quelque chose de 3, 4, voire 5 mois d'émoluments impayés, c'est ça, et ils pensent que c'est une forme de réduction du train de vie de l'État. franchement, Christian, je suis désolé de pouvoir t'interrompre Et après au forceps, oui. d'avoir visionné cet élément. C'est triste. C'est une façon d'insulter l'intelligence des Congolais que nous sommes. Comment peut-on considérer euh, les arriérés de salaire des ministres comme étant une contribution à la réduction du train de vie de l'État, alors que les arriérés de salaire, que ce soit des ministres ou du Congolais, de l'ANDA de la fonction publique, constituent là une dette sociale. Ça ne peut pas être pris dans la case de la réduction du train de vie de l'État. C'est une insulte flagrante à l'intelligence des Congolais que M. Thierry Mongala évoque dans sa réponse. Donc, je ne souhaite même pas m'attarder Mais là-dessus puisque, parce non, mais que parce que, bien évidemment, on a bien besoin de comprendre tout ça, parce qu'il parle de la réduction, une forme de réduction du train de vie de l'État au forceps, c'est le terme qu'il utilise. Et ici, est-ce qu'on peut comprendre par là, finalement, j'allais dire, un déni, c'est ça, de la réalité difficile que vivent les Congolais aujourd'hui? Parce que lorsqu'un ministre vient de dire ça, à la rigueur, c'est pour narguer les Congolais. c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que c'est une façon d'insulter l'intelligence des Congolais. Je pourrais même parler d'un tournis, mais je n'ai pas envie d'être violent dans mon expression. C'est pas mon domaine de définition. Et donc, M. Thierry Mungala n'est responsable de ses propos et à lui seul de justifier de quelle comptabilité il parlerait ou de quelle loi de finances. Dans quelle loi de finances il essaie de mettre ces éléments de réponse. Et là, je suis Hein. allé peut-être beaucoup trop loin quand je parle de l'émergence, mais c'est vraiment une illusion. Et mais Thierry Mougala disait, je crois que c'était aussi lors de la deuxième quinzaine, que finalement, début 2025, la situation économique allait s'améliorer. Qu'est-ce que vous en Début pensez? 2020, bah, avec un budget prévisionnel tel qu'ils l'ont évoqué, il y a quelle perspective à l'avenir? Aucune. Parce que au niveau des investissements, je vous avais dit la dernière fois, je vais juste prendre un exemple un peu plus concret, dans le sens où pour réaliser les 10 mesures du gouvernement, il nous fallait mobiliser 461 milliards. Et le budget d'investissement de 2025 est à 523 000, si j'ai bien retenu les chiffres. Vous voyez déjà qu'il n'y a même pas le 1/10 des, des attendus des 100 000, la création des 100 000 emplois qui sont évoqués. Vous avez parlé du plan national de développement, ce qu'ils ont évoqué dans le Conseil de ministres, avec un budget prévisionnel de 16 milliards, si mes souvenirs ne me lâchent pas.
pour pouvoir subvenir à ces besoins. Donc, vous voyez que même les fonds pour l'étude de la création de 100 000 emplois, ça ne représente pas les 16 milliards dont ils ont évoqué sur le plan national de développement. C'est la preuve que 2025, ça va être catastrophique et peut-être même pire encore que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, où tous les secteurs sont presque en lambeaux et en arrêt, euh, comme on le constate dans notre quotidien actuellement. Bonjour mesdames, messieurs, merci d'avoir choisi R7 et bienvenue dans ce tout autre numéro de Droit de savoir qui portera sur la projection budgétaire 2025 présentée par le gouvernement congolais qui prévoit en recette 2826 milliards, c'est cela, 616 millions de francs CFA et en dépenses 2233 milliards 224 millions de francs CFA avec un solde global de 593 milliards 392 millions de francs CFA. Rappelons également que le 2025 avait été présenté aux Congolais comme l'année de l'émergence. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous nous le direz en commentaire après avoir liké et partagé cette émission où j'ai le plaisir de recevoir de nouveau sur ce plateau Béchar Tombé Lundu, ancien directeur des ressources humaines de CGLEC Congo et analyste économique. Bonjour Béchar Tombé Lundu. Bonjour Christian Perrin. Merci une fois de plus de penser à ma modeste personne pour éclairer les Congolais sur le comportement du gouvernement congolais qui, dans sa dernière apparition sur un conseil de ministres daté du 7 octobre, venait là une fois de plus de nous montrer les limites de leur incompétence et après une lecture approfondie des chiffres annoncés, nous allons mettre en lumière les insuffisances qu'ils ont évoquées et permettre aux Congolais de comprendre que ça va encore être un vrai chaos pour l'année 2025 à la lecture de ce compte rendu que M. Thierry Mungala a fait le devoir de nous annoncer. Alors, merci donc d'avoir accepté notre invitation et d'être encore avec nous sur R7. Vous avez suivi ce conseil, disons, le compte rendu du Conseil des ministres le 7 octobre dernier. Vous avez fait d'ailleurs allusion à ce conseil tout à l'heure. Le gouvernement congolais a présenté évidemment le budget 2025. Mais cette fois-ci, il a faim, j'allais dire, de ne pas préciser les 100 000, donc la création des 100 000 emplois comme ça l'était en 2024, janvier 2024. Est-ce qu'on peut parler là d'une omission, d'une prudence de la part du gouvernement congolais ou c'est une rétractation totale sur la question? Christian, je pense que vous faites bien de revenir sur cette mesure qui, nulle part, n'a été évoquée de façon pertinente dans le compte-rendu du Conseil de ministres que M. Thierry Mungala nous a présenté. Une lecture approfondie révèle déjà plusieurs contradictions dans les chiffres et des insuffisances dans les stratégies annoncées par le gouvernement, dont je pourrais prendre votre exemple sur les 10 mesures de la jeunesse dont on ne fait pas état dans le budget 2025, dans la loi de finances 2025, qui à une première lecture révèle qu'une fois de plus, c'est de la poudre aux yeux pour avoir évoqué l'allongement ou la prolongation de cette mesure sur la création de 100 000 emplois. Maintenant, je pense que pour bien comprendre ces insuffisances que révèlent Thierry Mungala et le gouvernement congolais dans ce compte rendu, nous allons pouvoir décortiquer ce compte rendu sur 2-3 volets, notamment sur la loi de finances 2023, montrer les incohérences que nous avons pu noter autour des chiffres évoqués par le Conseil des ministres du 7 octobre et par la suite
chacun de nous pourra conclure l'incompétence et l'insouciance du gouvernement congolais à prendre en compte les besoins fondamentaux des populations. Donc, Évidemment, si alors vous me tout à permettez. l'heure, on va revenir sur les chiffres, vous avez dit, pour démontrer finalement les incohérences, il faut les appeler comme ça, l'insouciance, vous avez dit, du gouvernement congolais à l'égard des population congolaise. Mais alors, moi, je voudrais qu'on reste d'abord un instant sur, évidemment, les premiers chiffres, bien entendu. Thierry Mongala fait état donc d'une croissance économique qui pourrait donc être en légère accélération, ce sont ses termes à lui, légère accélération 2025, soit 3,8% contre 3,3% en 2024, alors que vous vous souvenez, la dernière émission, bien sûr, la dernière fois que nous avons reçu sur ce même plateau, nous parlions d'une croissance du PIB réel de plus de 3,7%. Alors là, je ne sais pas, est-ce que c'est une omission des chiffres, confusion, ou bien qu'est-ce qui se passerait alors que l'an dernier, on nous a parlé de 3,7%. Curieusement, cette fois-ci, on nous dit que c'était une croissance de 3,3%, donc 2024. Et ma question, est-ce qu'avec ces projections, par exemple, le Congo pourrait-il vraiment faire face aux défis, aux nombreux défis, il faut le dire comme ça, qui s'imposent à lui actuellement? Merci une fois de plus, Christian. Je pense qu'on va faire les choses dans l'ordre évoqué lors de ce compte rendu du Conseil des ministres qui a commencé par nous mettre en lumière la loi de règlement exercice 2023. Pour le commun des mortels, la loi de règlement, en fait, elle permet de comparer le budget initial de l'État à sa réalisation effective. En 2023, le gouvernement annonce un excédent budgétaire de 335 milliards de francs CFA. Une bonne nouvelle en apparence. Cependant, ce chiffre est accompagné d'un déficit de financement de 563 milliards de francs CFA, ce qui crée une contradiction flagrante. Cela signifie que même si les recettes ont été excédentaires, les dépenses, les obligations financières en particulier, la dette ont continué à créer un trou dans les finances publiques. Donc, pour revenir dans la même chronologie, il évoque l'exécution du budget 2024 au 30 juin. Les recettes réalisées en 2024 reprennent une croissance prévisionnelle de 46%, 0,4 en prévision, tandis que les dépenses atteignent 49,5%. Cet écart montre un contrôle relatif des dépenses, mais il reste inquiétant que l'excédent prévu de 536 milliards de francs annoncé dans ce Conseil de ministres ne soit en réalité que de 223 milliards en mi-année. Cette différence suggère des problèmes de planification budgétaire car les projections des recettes n'ont pas été atteintes. De plus, la situation de trésorerie tendue révèle que le pays lutte pour financer ses engagements à court terme. Pour donner une petite illustration afin de comprendre cette alchimie des chiffres, je veux prendre un ménage qui prévoit d'économiser 536 000 francs CFA à la fin de l'année, mais qui, à mi-chemin, n'en épargne que 223 000. Cela montre que, quels que soient ses revenus, sont moins importants que celles dont elle a dépensé. Donc, elle dépense plus d'argent au niveau de sa planification. C'est le cas de l'État congolais. Ils ont prévu des recettes budgétaires un peu plus excédentaires, mais ces excédents sont absorbés dans la façon dont ils dépensent l'argent pour la... Bon, encore que ils dépensent pas pour le Congo, ils se les mettent dans les poches et ils accumulent la dette nationale. Donc, ça nous emmène vers ces problèmes de trésorerie et de gestion de la dette que nous constatons actuellement, qui nous conduit vers cet état de cessation de paiement. Le Oui, mais ministre pardon, évoque... Béchard Tombé, vous allez continuer parce qu'évidemment, nos téléspectateurs aussi veulent comprendre certains petits détails. Vous parlez là de l'incohérence. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Est-ce que c'est
c'est fait volontairement par le gouvernement congolais de donner des faux chiffres, c'est ça, ou quoi, c'est une langue de bois, comme qui dirait, une façon de mentir pour gagner quoi concrètement? Ben, je pense que ce n'est même pas une question de langue de bois. Il y a une science avec laquelle on ne peut pas se permettre de tricher, c'est la science des chiffres. Euh, les chiffres sont têtus. Même quand on essaie de les manipuler, on est rattrapé. La preuve, vous voyez qu'ils nous annoncent les chiffres avec des contradictions flagrantes, comme je venais de l'évoquer. Donc, ce ne sont pas en fait des chiffres faux. C'est la réalité qu'ils nous mettent en face, mais seulement dans la manipulation, ben effectivement, ils se font rattraper, ce qui crée les paradoxes dans lesquels on vit. On nous annonce une croissance à un moment donné de l'exécution des budgets, mais plus loin, sur le terrain, on se rend compte qu'on est en situation de cessation de paiement. Où va l'argent évoqué dans Et cette croissance? c'est la question que j'allais vous poser tout à l'heure, parce que j'ai fait mention, en 2000, nous sommes encore en 2024, on nous a dit que dès le premier trimestre 2024, le Congo a connu une croissance du PIB réel de 3,7%. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est sur les chiffres, ça existe encore, les gens peuvent aller vérifier, même sur Internet, sur le site, bien sûr, du gouvernement, ça existe. Et curieusement, lorsqu'on fait les projections 2025, on nous parle, là, ils reviennent pour dire c'est 3,8% pour 2025 contre 3,3% 2024, alors qu'ils avaient annoncé 3,7%. C'est là où je dis, mais c'est la contradiction sur les chiffres, c'est fait exprès ou qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est juste la méconnaissance de la manipulation des chiffres, étant donné qu'ils pensent que l'orthodoxie de la gestion des chiffres, c'est un domaine pour lequel plus d'un Congolais ne saurait porter une analyse critique. Donc, ils pensent qu'en nous annonçant les chiffres à tout va, personne ne va les comprendre. Et par conséquent, ils se permettent de nous mettre, de nous enfumer. Parce que même là, pour essayer d'aller un peu plus en profondeur sur ce que je venais d'évoquer tout à l'heure, quand il parle des problèmes de trésorerie et de la gestion de la dette, le ministre évoque une trésorerie tendue par des arriérés intérieurs et extérieurs croissants. Mais lorsqu'on analyse ces arriérés, il y a la dette, quand on parle il parle des arriérés intérieurs et extérieurs. Intérieur, nous avons la dette sociale et la dette, les arriérés extérieurs, c'est la dette colossale que le gouvernement va chercher pour ne financer aucune des actions qui contribuent aux fondamentaux du bien-être des populations, notamment sur tout ce qui est énergie, eau et la construction des infrastructures. Donc, pour revenir à cette déclaration du gouvernement, elle est assez significative et elle montre que l'État peine à payer ses fournisseurs nationaux. Les entreprises locales, les employés publics dont j'ai parlé des salaires et ses créanciers à l'étranger. C'est un indicateur classique de cessation de paiement que nous vivons là en flagrant délit, ce qui Mais pourtant, compromet la confiance. Thierry Mongala l'avait nié à la deuxième quinzaine Bah, du gouvernement, où il disait que ce n'était ben, pas une catastrophe et que, bon, voilà, dans 6 mois ou 3 mois, ça devait se rétablir. Nous sommes en octobre, nous sommes bien entendu le 12 octobre 2024 aujourd'hui et on vient, voilà, nous projeter sur 2025 avec cette crise qui continue. Et vous vous dites que ce sont là des indicateurs de cessation des paiements. ben, il a bien dit dans son compte rendu sur ce que je vous dis, je ne suis pas en train d'aller le chercher ailleurs, c'est juste à la lecture de ce compte rendu que je relève ces incohérences. C'est un indicateur de cessation de paiement, ce qui compromet la confiance des partenaires économiques et des investisseurs. L'accumulation de la dette à hauteur de 63 milliards de francs CFA reflète une mauvaise gestion des finances publiques et un manque de discipline dans la gestion des fonds. Cette tendance confronte à terme la crise financière dans laquelle le pays est plongé. Donc,
Voilà encore là une vraie contradiction majeure. Comment le pays qui affiche un excédent budgétaire tout en faisant face à une cessation de paiement, comment on peut expliquer ça? De Mais mon point de vue, cela ça montre. n'existe évidemment qu'au Congo, c'est la science peut-être économique. Made in Congo, dirait-on. Je vais marquer une petite pause à ce Je vais niveau-là. juste finir, je vais juste atterrir sur cette contradiction flagrante que j'ai évoquée tout à Je l'heure. vous en prie, Donc, allez-y. cela montre que l'excédent annoncé ne reflète pas la réalité quotidienne des finances publiques et que la dette continue à peser lourdement. La preuve, pour payer les salaires récemment, nous avons vu circuler un document comme quoi qu'on allait s'endetter à hauteur de 20 milliards Oui. à l'étranger pour pouvoir subvenir aux besoins euh, des rémunérations des fonctionnaires. Alors qu'il n'y a pas plus tard, le Fonds monétaire venait de faire une avance de facilité de crédit. Qu'a-t-on fait avec cet apport financier qui devrait normalement permettre de soulager la gestion de la dette publique en payant les salaires, les arriérés de salaire que nous constatons. Donc voilà. Puisque vous parlez des Maintenant, arriérés, évidemment, des salaires, je voudrais m'arrêter un instant à ce niveau. Lors de la, comment ils appellent ça, la quinzaine, évidemment, du gouvernement, du 9 octobre, donc c'est récent là, 2024, un journaliste a posé la question à Thierry Mongala sur la réduction du train de vie de l'État. Écoutez la réponse qu'il donne et on revient sur le plateau. La deuxième question, elle repose sur la bonne volonté du gouvernement. En dehors des mesures que vous annoncez, comme c'est le cas aujourd'hui, 10 milliards de francs CFA, justement pour encadrer les emplois informels, beaucoup de populations attendent de vous des mesures aussi salutaires, on va dire des mesures audacieuses, par exemple la réduction du train de vie de l'État. On en parle, on en parlera toujours, monsieur le ministre de la Communication. Est-ce que vous n'êtes pas tenté de revoir les salaires, on va dire comme ça, partant du gouvernement et bien d'autres institutions constitutionnelles? Merci beaucoup. On va commencer par votre seconde question. C'est un peu le serpent de mer. On a l'impression qu'il y a quelque part, comme au temps d'Ali Baba, une caverne dans laquelle, secrète, donc dans laquelle les autorités, les dirigeants et les institutions puiseraient à l'insu du reste de la population. Je ne veux pas redire ici ce qu'a déjà dit Monsieur le Premier ministre du haut de la tribune du Parlement, je crois que c'était au Sénat. Les retards d'émoluments de salaire ou de tout ce que l'on entend par rémunération des membres des institutions sont aujourd'hui de 4 à 5 mois, voire à 6 mois selon les institutions. De fait, la réduction du train de vie de l'État dont vous parlez, elle se fait au forceps. Quelqu'un qui ne reçoit pas son salaire, il n'y a pas plus brutal que la situation qu'il peut vivre. Voilà, alors Béchar Tombé-Lundu, pour Thierry Mongala, le fait d'accumuler ou d'avoir des impayés, j'allais dire, des arriérés, des émoluments, puisque chez eux on parle en termes d'émoluments, ça ne passe même pas par les banques, par le circuit bancaire, on les paye à la main, tout le monde le sait, et donc ils accumulent aujourd'hui quelque chose de 3, 4, voire 5 mois d'émoluments impayés, c'est ça, et ils pensent que c'est une forme de réduction du train de vie de l'État. bah, franchement, Christian, je suis désolé de pouvoir t'interrompre après Au forceps, oui. d'avoir visionné cet élément. C'est triste. C'est une façon d'insulter l'intelligence des Congolais que nous sommes. Comment peut-on considérer euh, les arriérés de salaire des ministres comme étant une contribution à la réduction du train de vie de l'État, alors que les arriérés de salaire, que ce soit des ministres ou du Congolais, de l'ANDA de la fonction publique, constituent là une dette sociale. Ça ne peut pas être pris dans la case de la réduction du train de vie de l'État. C'est une insulte
flagrante à l'intelligence des Congolais que M. Thierry Mungala évoque dans sa réponse. Donc, je ne souhaite même pas m'attarder Mais là-dessus puisque, parce non, que mais parce que, bien évidemment, on a bien besoin de comprendre tout ça, parce qu'il parle de la réduction, une forme de réduction du train de vie de l'État au forceps, c'est le terme qu'il utilise. Et ici, est-ce qu'on peut comprendre par là, finalement, j'allais dire, un déni, c'est ça, de la réalité difficile que vivent les Congolais aujourd'hui? Parce que lorsqu'un ministre vient de dire ça, à la rigueur, c'est pour narguer les Congolais. c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que c'est une façon d'insulter l'intelligence des Congolais. Je pourrais même parler d'un tournis, mais je n'ai pas envie d'être violent dans mon expression. C'est pas mon domaine de définition. Et donc, M. Thierry Mungala n'est responsable de ses propos et à lui seul de justifier de quelle comptabilité il parlerait ou de quelle loi de finances. Dans quelle loi de finances il essaie de mettre ces éléments de réponse. Donc, franchement, Alors, donc, tout à c'est l'heure, on va triste. parler donc de l'impact de la Je politique n'ai pas économique. oublié, vous avez parlé de la croissance de 2025, pour lequel je n'ai pas évoqué. Vous avez vu que j'ai juste pris les choses dans la chronologie des faits de ce compte rendu du Conseil de ministres. Donc, je voulais quand même évoquer les contradictions flagrantes que vous avez bien évoquées et les démontrer avec des explications un peu plus probantes et précises sur la croissance évoquée de 3,8 en 2025. Ben, en règle générale, c'est une augmentation par rapport à l'année précédente. Mais cependant, cette croissance est largement dépendante du secteur pétrolier qui connaît une baisse de la production et le gouvernement prévoit ces augmentations de recettes grâce à ces réformes. Mais ces réformes ne sont pas encore clairement définies, comme vous l'avez dit dans votre pitch de commencement. De plus, l'efficacité de la collecte des impôts dans un pays où l'économie est informelle représente une partie importante et encore incertaine. Vous voyez dans quel terrain M. Thierry Mungala, à travers le gouvernement, nous amène. Cela signifie que la prévision de croissance est optimale, mais elle repose sur des bases qui sont fragiles, puisque le pétrole en lui-même, il suffit que le cours du pétrole puisse baisser, ben, il y a une grosse perturbation dans les cours. Nous allons nous retrouver avec une œuvre inefficace de ces réformes pourrait entraîner une chute, la croissance évoquée de 3,8 pour les Congolais que nous sommes. Donc, vous voyez que là, on assoit une croissance sur un indicateur qui a un fort taux de fluctuation qui pourrait emmener à un rêve, mais qui deviendrait réalité si on se retrouve, comme dans les années passées, à un coût de baril très, très en deçà des prévisions qui sont à 74 points de dollars le baril, comme l'a évoqué Thierry Mungala. Donc, le déficit de financement que nous avons évoqué, que eux, ils ont évoqué dans ce conseil de ministres, l'État anticipe un excédent budgétaire de 593 milliards de francs CFA. Là où je m'inquiète, c'est que ce déficit de financement est structurel et il est persistant. Ça fait un moment qu'on se retrouve comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'on a les mêmes chiffres. On a l'impression qu'on fait du copier-coller des années passées pour venir juste soit bidouiller deux, trois bricoles de chiffres pour pouvoir montrer qu'il y a des changements par rapport aux années passées. Mais en un mot, Même avec pardon, cette... vous allez continuer tout à l'heure. En un mot, Thierry Mongala ne rassure, j'allais dire le gouvernement congolais, c'est pas Thierry Mongala n'est que porte-parole du gouvernement. Le gouvernement congolais ne rassure pas même pour 2025, parce qu'évidemment, on a entendu dire Thierry Mongala lui-même plus loin. euh, il présente d'abord le budget avec la marge, vous avez dit tout à l'heure, de 500, plus de 500 milliards. 63 Mais, milliards, oui. mais après, il dit qui pourrait être heurté, bah moi je traduis ça comme ça, en substance, Effectivement, qui pourrait être heurté. avec les risques qui pourront survenir. C'est-à-dire, il est conscient que avec ses prévisions,
il faut aussi s'attendre qu'il y ait fluctuation, comme vous l'avez dit tout à l'heure, parce que sur le marché pétrolier, d'ailleurs, qui constitue, j'allais dire, près de 80% d'ailleurs de l'économie congolaise, qui soutient l'économie congolaise à près de 80%, tient sur le pétrole, sur la vente du pétrole. Et donc, lorsqu'il parle des risques qui pourraient survenir, évidemment, il se projette sur le prix du baril qui peut fluctuer de temps à autre. Et comme quoi, même lorsqu'il donne ses prévisions, rien n'est sûr pour les Congolais Effectivement, rien de n'est sûr. sortir de la misère dans laquelle ils ont été plongés. C'est ce à quoi c'est ce sur quoi j'étais sur le point d'atterrir. Même avec cet excédent budgétaire projeté, le gouvernement prévoit de contacter de nouvelles dettes pour combler les manques de financement, ce qui montre une dépendance à l'emprunt externe. Donc, ça conforte ce que vous venez d'évoquer tout à l'heure. En outre, les investissements publics dans les secteurs stratégiques, le, le manque de financement de ces, des, au niveau des infrastructures dans le secteur stratégique, notamment l'éducation, la santé, les emplois dont vous avez fait allusion tout à l'heure, montrent largement un sous-financement, ce qui se justifie par la prévision du budget d'investissement qu'ils ont évoqué. Comment un pays qui est en manque d'autant d'infrastructures de base peut se retrouver avec un budget d'investissement qui est largement minoré alors que les besoins de financement sont aussi importants que ceux du fonctionnement? Comment on peut justifier ça, Monsieur Christian? Alors, Je ne vous donc, pose c'est la pas question cette qui question. s'impose. Je parlais tout à l'heure aussi de l'émergence. Finalement, l'émergence 2025 n'est qu'une chimère. Bah, ça fait longtemps qu'on l'a constaté que c'était révolu ou limite c'était classé dans la case des prolongations comme ça a été le cas pour les 10 mesures sur les 100 000 emplois. Et là, je suis Hein. allé peut-être beaucoup trop loin quand je parle de l'émergence, mais c'est vraiment une illusion. Mais Thierry Mougala disait, je crois que c'était aussi lors de la deuxième quinzaine, que finalement, début 2025, la situation économique allait s'améliorer. Qu'est-ce que vous en Début pensez? 2020. Bah, avec un budget prévisionnel tel qu'ils l'ont évoqué, il y a quelle perspective à l'avenir? Aucune. Parce que au niveau des investissements, je vous avais dit la dernière fois, je vais juste prendre un exemple un peu plus concret, dans le sens où pour réaliser les 10 mesures du gouvernement, il nous fallait mobiliser 461 milliards. Et le budget d'investissement de 2025 est à 523 000, si j'ai bien retenu les chiffres. Vous voyez déjà qu'il n'y a même pas le 1/10 des attendus des 100 000, la création de 100 000 emplois qui sont évoqués. Vous avez parlé du plan national de développement, ce qu'ils ont évoqué dans le Conseil de ministres, avec un budget prévisionnel de 16 milliards, si mes souvenirs ne me lâchent pas, pour pouvoir subvenir à ces besoins. Donc, vous voyez que même les fonds pour l'étude de la création de 100 000 emplois, ça ne représente pas les 16 milliards dont ils ont évoqué sur le plan national de développement. C'est la preuve que 2025, ça va être catastrophique et peut-être même pire encore que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui où tous les secteurs sont presque en lambeaux et en arrêt comme on le constate dans notre quotidien actuellement. Alors, Béchar Tombé, est-ce que on peut penser que finalement les membres du gouvernement, j'allais dire les dignitaires du Parti congolais du travail, du pouvoir de Brazzaville incarné par Denis Sassou Nguesso, sont déconnectés, totalement déconnectés de la réalité, la misère que vivent les Congolais? Je m'explique. Parce que lorsqu'on écoute parler Thierry Mongala, c'est à la deuxième quinzaine, bien sûr, du gouvernement aussi, toujours sur la question, bien entendu, de la réduction du train de vie. Plus loin, il fait croire aux gens, et je ne sais pas si vous aussi vous l'avez constaté, depuis un certain moment, les membres du gouvernement congolais tentent de jouer sur la fibre émotionnelle de l'opinion congolaise pour leur faire comprendre, pour tenter
j'allais dire, de leur faire comprendre que nous vivons la même situation dramatique, la misère et les difficultés dues à la crise financière. Alors, comment expliquer que les membres du gouvernement, je prends d'abord cette catégorie parce qu'après il y a aussi les députés, les sénateurs et tous les autres, les membres du gouvernement congolais gagnent autour de 15 voire 20 millions de francs CFA de salaire par mois, des émoluments, il faut le dire comme ça. Je ne prends pas encore les autres aspects financiers par exemple, les frais généraux. Donc, je reste sur Ils sont aux frais les généraux, c'est émoluments aux frais de entre 15 l'État. et 25 millions. D'accord? Et des ministres à vie, presque, parce que Thierry Mongala, par exemple, est au gouvernement, est ministre de Sassou Nguesso, il faut le dire. J'aime bien faire cette différence. Ce ne sont pas des ministres du gouvernement, parce qu'un gouvernement travaille pour la République, Travaille pour la voilà, République pour et le pays. Mais là, on a le pouvoir. voilà, des gens, des ministres de Sassou Nguesso, et donc des ministres à vie. Thierry Mongala, disais-je, est ministre de Sassou Nguesso depuis 2007. Donc, depuis 17 ans, Thierry Mongala est ministre. Anatole Kolide Makosso est ministre de Sassou Nguesso depuis 2011. Alors, voilà des gens qui gagnent dans l'ordre de 15 millions de francs CFA. Lorsque je prends 15 millions sur l'année, ça vous fait quelque chose de 180 millions. Je ne sais pas si je me suis trompé, 180 millions par année. Sur 10 ans, ça vous fait près de 2 milliards de francs CFA. 2 milliards. Et donc, si Il je... aurait pu Thierry Mongala, il économiser. a même atteint déjà plus de 3 milliards d'émoluments qu'il a déjà gagné. Voilà un monsieur qui vient vous dire que, bah, écoutez, nous aussi, on a un problème d'émoluments, on a des arriérés de 3, 4, 5 mois d'arriérés, et donc nous vivons la même situation que les autres Congolais dont on connaît tout ça, plus de 70% vivent en dessous du seuil de pauvreté, donc à moins de 600 francs CFA. Est-ce qu'on peut parler là du cynisme ou bien de... C'est quoi concrètement? Ben, Christian Perrin, votre analyse est tellement et d'une pertinence sans précédent et la lecture approfondie de ce que vous venez d'évoquer tout à l'heure donne bien la ligne directrice de notre budget. Parce que le budget du Congo en lui-même, tout à l'heure, j'étais en train de parler de l'investissement, du budget d'investissement qui représente à tout casser moins de 15% du budget réel. Et la quasi-totalité du budget, dont on appellerait le budget de fonctionnement, il sert à payer les salaires des fonctionnaires, à rembourser la dette. Or, quand on voit cette fameuse dette, ben, c'est effectivement, on va s'endetter pour payer les salaires, mais malheureusement, ces fameux salaires ne sont pas payés et on se retrouve avec une dette sociale qui fait que tous les secteurs de l'économie congolaise sont à genoux. Et avec des salaires aussi colossaux, il y a lieu de penser que M. Thierry Mongala, comme je l'ai dit, il continue là à insulter l'intelligence des Congolais en voulant montrer qu'eux aussi, ils souffrent de la même façon que le Congolais lambda. C'est-à-dire que dans aucun pays où, bon, là, je vais faire référence à mes connaissances des ressources humaines, la grille des salaires évoquée au niveau du gouvernement est en inadéquation flagrante avec le reste des conventions collectives. On ne peut pas avoir une disparité aussi exponentiellement forte dans les écarts entre les rémunérations des députés, des ministres, je pourrais parler des généraux, aussi dans le contexte de l'armée. Là, je vais prendre un exemple plus concret. Imaginez-vous, on n'imagine pas, un colonel congolais gagnerait en net 500 000 francs CFA pile poil. Et un général gagnerait en net 3 millions de francs CFA. Comment peut-on justifier cet écart de 2 millions 500 pour juste un cran de différence?
Vous voyez, cette incohérence justifie bien le manque de respect sur les fonctions des autres. C'est-à-dire que la dette sociale du Congo, elle est beaucoup plus constituée par ces gros salaires, que ce soit ceux des députés, euh, des ministres et des généraux. C'est eux qui prennent la grosse partie de la masse salariale. Parce que quand on a un SMIC qui aussi autour de 60 000 francs CFA, et se retrouver avec une dette sociale aussi importante, il faut se poser des bonnes questions. Est-ce qu'on peut parler là finalement de la financialisation de la vie politique, une forme de corruption, parce qu'on ne peut pas comprendre que ces ministres qui gagnent gratuitement, je dis bien gratuitement, et je sais de quoi je parle, parce que gratuitement, vous voyez ces ministres qui sont restés là 20 ans, 15 ans, 10 ans, qui ne font rien et qui gagnent gros, d'ailleurs, parce que c'est des ministres, évidemment, qui gagnent gratuitement, parce que on peut regarder l'état du Congo, du pays aujourd'hui. On n'a pas besoin de revenir là-dessus. Pas d'eau potable, pas d'électricité. Les salaires ne sont pas payés régulièrement, les pensions, les bourses. Quoi encore, la ville, elle est toute sale. On sait ce qui se passe désormais, comment les Congolais vivent dans des conditions tout à fait précaires. Et voilà donc ces ministres qui gagnent gros comme ça. Et lorsqu'on pose la question à Thierry Mongala, plus loin, il fait même allusion à la caverne secrète d'Ali Baba. C'est-à-dire, il dit, mais ne pensez pas que nous avons une caverne secrète où nous on va chercher l'argent et que alors que c'est bien démontrer ici qu'ils sont déconnectés de la réalité congolaise parce que ils sont tellement gavés en argent. Et moi je parlais de la financialisation de la vie aussi publique que politique, une forme de corruption. Ben oui, c'est une forme de corruption bien établie et bien orchestrée. Parce que qu'est-ce qui justifie, comme je l'ai dit tout au début, l'écart qu'il y a au niveau des grilles des salaires des autres conventions collectives à la grille des salaires des ministres, des députés et des sénateurs? J'ai ajouté les généraux. Qu'est-ce qui justifierait ça? Pourquoi on ne peut pas avoir une grille avec une évolution conséquente et cohérente? C'est-à-dire que quand on passe d'une step à une autre, qu'il y ait une différence grand max, comme ça se passe dans les autres conventions, de 3 à 4 à 5% de différence par step. Mais là, quand on voit le pourcentage, c'est-à-dire que même à les multiplier avec les valeurs exponentielles, c'est le gap, il est criard. On ne peut pas partir pour le cas des généraux que j'ai cité de 500 000 à 3 millions. Donc, différentiel de 2 500 000, même en pourcentage, j'ai du mal à pouvoir l'exprimer. Donc, effectivement, comme vous dites, c'est une forme de corruption organisée pour contribuer à la dégradation du climat social et la non prise en compte des fondamentaux du bien-être des populations congolaises. Comme je l'ai dit tantôt, que mon référentiel, c'est le pourcentage alloué au budget d'investissement pour pouvoir résoudre les problèmes des Congolais qui se présentent à nous au quotidien. Pas d'éducation adéquate, des problèmes de santé, des problèmes d'infrastructure routier. C'est-à-dire que tout manque. Mais réellement, dans quel pays on se trouve où on préfère privilégier un budget de fonctionnement pour payer les salaires dont les minima de la population ne sont même pas pris en compte et que la plus grosse partie de la masse salariale, c'est le gouvernement qui prend la part du lion à lui tout seul. Eh bien, c'est une forme de gestion, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, où on veut nous démontrer que gérer un pays, c'est payer les salaires. Et ça s'arrête là. Mais effectivement, on est dans cette logique. Même quand on essaie de regarder la contradiction flagrante que Thierry Mungala évoque dans la gestion de la dette, vous voyez qu'il nous parle d'une croissance au départ sur les revenus pétroliers. Un peu plus loin, il dit que nous allons pouvoir confronter
les difficultés qui pourraient subvenir du fait de la variation du coût du baril de pétrole en allant nous endetter. Ce n'est pas normal. Pardon, Si on est... oui, Béchar Tombelundu, une question récurrente, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a la crise, hein, cessation, vous avez dit, le pays en état de cessation des paiements, même si le gouvernement congolais ou le gouvernement Makosso ne veut pas le reconnaître, mais tout le monde est en train d'observer, hein, les effets sont là, ce sont des faits, on peut le démontrer. Plus rien ne marche au Congo-Brazzaville, vous l'avez rappelé tout à l'heure, tout s'est arrêté. La République s'est apparemment arrêtée. Encore s'il y a une république au Congo, au Brazzaville. Mais bon, voilà, le pays s'est arrêté, plus rien ne marche. La question qui revient souvent, où est passé l'argent du Congo? Quand je dis l'argent du Congo, vous savez de quoi je suis en train de parler. Nous vendons du pétrole, nous vendons du bois, nous vendons du gaz, nous vendons des minerais. Est-ce qu'on peut s'arrêter un moment à ce niveau-là? Vous avez été plus de 20 ans tout de même, directeur des ressources humaines d'une société dont le secteur pétrolier, à ce que je sais. pétroliers. Voilà. Oui. Je ne veux pas revenir sur comment ça fonctionne, mais est-ce qu'on peut avoir quelques éléments d'appréciation pour répondre, Bah, par tu sais, exemple, pour oui, répondre à ceux qui nous posent la question, où serait passé l'argent du Congo? Parce que le gouvernement, à un moment donné, tente de se justifier, nous avons fait ci, nous avons fait ça. Est-ce qu'avec l'argent que génère le pétrole congolais, le gaz congolais, le bois congolais, les minerais congolais, le Congo pouvait se retrouver dans l'état actuel? Parlons d'abord. je vais être brutal dans ma réponse. Je dirais non. Les revenus, que ce soit pétroliers ou les revenus que nous avons qui viennent du bois, du gaz, ne devraient pas emmener le Congo à être à genoux à ce point. Mais il y a quand même un indicateur assez important que je souhaiterais mettre en lumière dans ce que vous venez d'évoquer tout à l'heure. Où va l'argent du pétrole? Mais pour comprendre où va l'argent du pétrole, il faut déjà qu'on aille en amont. Comment, comment sont constituées les recettes pétrolières, puisque 90% de l'économie de notre pays tourne autour des recettes pétrolières. Dans la recette pétrolière, nous avons ce qu'on appelle la redevance pétrolière que toutes les sociétés pétrolières payent. C'est la conséquence des permis pétroliers qu'on leur donne qui génèrent cette redevance pétrolière. Or, dans le cas du Congo, nous avons ce qu'on appelle le contrat de partage de production. Cela veut dire quoi? Que si nous avons une production de 100 000 barils à l'année, le Congo a 35% de la part de la production, du partage de production. Ça veut dire quoi? Que sur le brut qui sort du sous-sol congolais, le Congo récupère 35% de la production que le Congo vend tout seul. Et cette part de pétrole du Congo est vendue par la SNPC. Or, les informations en notre possession révèlent que ce pétrole est vendu par un sous-traitant qu'on appellerait Orient Oil, qui est une société de sous-traitance créée par un Congolais, mais cette société est enregistrée dans le registre français, du commerce français sous le label d'une personne intitulée à la nationalité canadienne. Donc, vous voyez, c'est Parlez là déjà une chose. de Lucien et Bata, c'est ça? Ben, merci d'avoir évoqué, si vous avez connaissance, je pense que Bon, mais vous c'est un faites dossier, de bien. toute façon, c'est un dossier connu de tout le monde. Donc, Voilà, je donc ne c'est révèle même pas. Orient Oil qui vend le pétrole du Congo. Maintenant, reste à savoir, est-ce que cet argent est reversé au trésor public? Vous qui voulez connaître où va l'argent que le Congo tire de son sous-sol. Mais évidemment, le Cette schéma que part, vous venez de brosser tout à l'heure, pardon, Béchar Tombelundu, le schéma que vous venez de brosser là, un Canadien, c'est ce qu'il faut dire en fait. Un voilà. Canadien qui a installé une société enregistrée en France qui vend le pétrole congolais.
En Mais d'autres termes, pour la oui, compréhension des téléspectateurs, en fait, c'est un Congolais qui a une double nationalité. oui, mais là-bas, il Donc, s'est il est enregistré comme congolais, Canadien, bien sûr. effectivement, il est congolais, mais il vend le pétrole du Congo avec sa nationalité canadienne. C'est-à-dire qu'il a créé une société dont au lieu de brandir son passeport congolais, il brandit un passeport de son deuxième pays. Donc, en fait, il valorise plus sa deuxième National. nation que son pays, le Et Congo, pour lequel, lorsqu'ils vendent ce pétrole, les revenus ne tombent jamais au trésor public congolais. Jamais au grand jamais. ben, En tout cas, ça a il n'y été a qu'à révélé voir. hein, par un ancien ministre des Finances, Mathias Nzon, qu'il a dit l'argent du Voilà. pétrole ne tombe jamais au trésor public. Ça veut dire Merci. que Oui, ce monsieur congolais d'origine, bon, voilà, qui plutôt met en exergue sa nationalité canadienne, gère le pétrole congolais avec mais une ça, c'est déjà société pour montrer enregistrée. le flou qu'il y a autour de cette affaire. Pourquoi avoir créé une société qui sert l'État congolais en relais parce qu'ils font du lobbying pour pouvoir aller prendre ces revenus et ne pas les reverser au trésor public? Comment on peut expliquer ça? Et pendant qu'on Un en parle, Congolais qui... juste pour illustration, pardon, Béchar Tombelundu, je vais proposer à nos téléspectateurs un reportage d'une chaîne française qui parle d'Orient Oil et les mécanismes, bien entendu, comment l'argent est capté, évidemment, au profit voilà, du clan de Denis Sassou Nguesso. Suivez. Au cœur de cette enquête du quotidien français Libération, un homme, Lucien Ebata, et Orion Oil, la société de négoce pétrolier qu'il dirige. Orion Oil est un partenaire privilégié de la SNPC, la Société nationale des pétroles du Congo, dont elle revendrait aujourd'hui environ 10 millions de barils par an. Les douanes françaises enquêtent sur Lucien Ebata et ses activités depuis 2012. Et selon elle, Orion Oil ne serait rien d'autre qu'une société écran chargée de prélever des revenus sur le commerce du pétrole congolais et de les redistribuer, notamment aux membres du clan du président Sassou Nguesso. Selon le dossier d'enquête des douanes françaises, largement cité par Libération, Orion Oil serait au cœur d'un système d'évasion de capitaux au moyen de porteurs de valises et d'une structure financière hautement complexe. en passant par Des sociétés domiciliées dans des paradis fiscaux dans le but d'escamoter le détournement des revenus du pétrole congolais et d'en masquer les bénéficiaires réels. Toujours selon Libération, plusieurs centaines de milliers d'euros et de dollars en espèces ont été trouvés au domicile parisien de Lucien Ebata et de son directeur financier. Les enquêteurs auraient saisi des preuves de retrait d'argent liquide effectués depuis plusieurs comptes d'Orion Oil dans diverses banques africaines. En tout, 164 millions de dollars et 26 millions d'euros. Libération précise. Une partie de ces versements de cash a pu directement profiter à des dignitaires de la République du Congo, parmi lesquels son président, Denis Sassou Nguesso, à hauteur de 37 millions de dollars, et ses proches. Alors, Béchar Tombelundu, c'est comme vous disiez tout à l'heure, vous parlez du pétrole, l'argent du pétrole, et je voulais aussi rappeler que la population congolaise a tout cassé. Désormais, c'est 6 millions, si on peut le considérer comme ça. Ce sont les dernières statistiques, il faut les prendre comme ça. Je crois qu'elles ont été officialisées, mais bon, tout le monde sait que les Congolais, c'est autour de 5 millions. Alors, 5 millions d'habitants, 5 millions d'âmes, même si on prenait 6 millions d'âmes, avec tous ces revenus, le Congo produit désormais, depuis un certain moment, bien entendu, plus de 350 000 barils par jour. Et donc, on comprend qu'il y a Je beaucoup veux vous d'argent. donner la prévision réelle de la production annuelle. Le Oui, Congo est en capacité de produire 100 millions de barils, 100 millions de barils par année. ouais, par année. Comment ça? Et, et, et l'estimation du pétrole dans le sous-sol congolais, la capacité, c'est-à-dire que la réserve du pétrole dans le sous-sol congolais est à hauteur de 1 milliard 800. Ça, c'est le C'est pétrole authentifié, qui doit là? être authentifié, oui. 1 milliard 800 de réserve en pétrole.
Et les Congolais souffrent comme ça, meurent de faim. Ben, il y a même pire que ça, Mais si on allait un peu plus loin. Le potentiel énergétique du Congo, que notre Congo à nous, en énergie, je veux prendre des prévisions réelles et concrètes. En énergie, le Congo est en mesure de produire 14 000 mégawatts d'énergie. C'est-à-dire que est capable de produire du courant à hauteur d'une puissance de 14 000 mégawatts. Ça veut c'est-à-dire, est-ce dire que, que non, attendez, est-ce qu'on peut aller sur des éléments concrets en faisant quoi concrètement? Parce que quand nos téléspectateurs entendent ça, après ils se disent, mais attendez, expliquez-nous un peu comment ça se passe, 14 000 mégawatts. le potentiel hydraulique, hydroélectrique du Congo en est un élément qui justifie cette production. Donc, quand on prend tout le potentiel hydroélectrique du Congo, si on le mettait en œuvre, bah, le montant, je pourrais vous communiquer si réellement on avait un gouvernement conséquent. Il nous faut au grand max 2000 milliards 15, voilà. 2000 2000 milliards, milliards 15. 15 francs CFA pour pouvoir réaliser euh, le boulevard énergétique dont Denis Sassou Nguesso parle. Et dans ce boulevard énergétique, nous aurons une plus-value au terme de ce projet de 200 milliards de francs CFA annuels en termes de revenus. C'est-à-dire que dans la diversification des recettes de l'État, c'est-à-dire que ce projet produirait chaque année 200 milliards de francs CFA au gouvernement congolais, net. Oui, mais parce que vous parlez de 2000 milliards, alors que là, 200, on est allé, 2000, oui, 2000. on est allé chercher, je ne sais pas si c'est encore un prêt chinois pour construire le barrage Sunda. Et ça fait Oui, 2 milliards de dollars par là, 2 milliards de dollars, voilà. Et alors que cet argent, évidemment, avec le potentiel dont vous faites état ici, on pouvait combler tout le problème de mais bien l'énergie, sûr, je veux dire, oui, bien sûr. et qui nous Si produirait vous- 200 milliards par année. Par année, c'est-à-dire que par l'interconnexion électrique, c'est-à-dire que on a la RDC qui est juste à côté de nous, le Gabon, la RCA, tous les pays de la zone 4 devraient se servir de l'énergie produite au Congo. Le Congo en lui-même a un besoin potentiel en énergie pour couvrir tous les ménages du Congo. Nous avons besoin de 1000 mégawatts. Actuellement, la production réelle de E carré de C est à hauteur de 500-600 mégawatts. Mais pour couvrir les besoins en énergie du Congo, on a besoin de 1000 mégawatts. Et Il nous resterait 13 13 000 000, de 14 000. Cependant, là, je n'ai pris que la partie hydroélectrique. oui, La production de 14 000 mégawatts, c'est que la partie hydroélectrique. Et lorsqu'on va avec les biomasses ou encore avec l'énergie solaire, je vais encore vous faire mal à la tête, le Congo est en capacité d'avoir 3000 heures à l'année de production d'énergie solaire. C'est colossal. 3000 heures à l'année où le Congo est ensoleillé. Imaginez que l'on mette en exergue des panneaux solaires sur toute l'étendue du territoire national et qu'à l'année, nous avons 3000 heures. et nous avons aussi du gaz liquéfié. Ben, j'en venais. On a le gaz et on a la biomasse. Et la biomasse, c'est en fait le fait que notre pays, 60% de la superficie du Congo, nous avons presque 60% de la superficie de notre pays est végétative, c'est-à-dire qu'il y a de la végétation. On a plus de cette énergie qu'on pouvait encore ajouter à ces énergies qui existent. Donc, en fait, notre pays ne serait en manque de rien. Quand certaines personnes disent qu'on peut faire du Congo une petite Suisse, mais c'est par rapport à toutes ses potentialités.
Est-ce que vous savez que avec le réseau hydroélectrique, hydrique de notre pays, la capacité que chaque Congolais devrait avoir en eau est de 220 000 mètres cubes à l'année. Donc, toi, Christian Perrin, au Congo, tu devrais gérer à toi tout seul 220 000 mètres cubes d'eau. Mais curieusement, tu n'as même pas le 1/10 Ça manque de... même dans les robinets. Ça coule même. Voilà, l'eau manque dans les robinets. Béchar Tombelundu, nous sommes à la fin de cette émission. On apprend beaucoup de choses qui font d'ailleurs froid au dos. Mal à la Et quand les tête. Congolais apprennent ça et qu'ils se rendent compte qu'ils sont dans un état tel que nous étions en train de l'évoquer tout à l'heure, c'est dommage, c'est triste. C'est triste, j'ai bien envie de vous poser la question. Et comment sommes-nous arrivés là? Comment les Congolais sont arrivés là? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Et lorsque vous développez ce genre de projet, par exemple, où avec une petite population, bah, je prends en compte les statistiques du gouvernement congolais, 6 millions, avec toutes ses potentialités, mais que le Congo se retrouve dans la situation actuelle que vous connaissez très bien. Qu'est-ce qui peut expliquer Bah, ça? Et c'est par là qu'on va terminer. je parlerai de la mauvaise foi, tout simplement, parce que ce n'est pas la méconnaissance. Euh, Lorsque vous voyez la kyrielle des lois que le Congo a, ce dont je vous parle sur la gestion de l'énergie, il y a la loi 14 de 2003, si mes souvenirs ne me lâchent pas, qui met en place le contenu réel de la gestion qui nous a même conduit à la création de E-2C et puis de la LDCE. Ça part de là. Donc, en fait, ils sont bien conscients des potentialités que notre pays regorge. Mais seulement, ils pêchent. Je dirais que c'est vraiment que de la mauvaise foi. Je vous ai parlé de 2000 milliards 15 francs CFA, mais pour régler les problèmes de l'eau, on a besoin de 1000 milliards juste. Donc, ça veut dire que 1000 si milliards de francs 1000 CFA. milliards de francs CFA, le Congolais lambda, on pourrait même parler de la gratuité de l'eau et le reste, on vendrait à la sous-région. Pourtant, dans le Comme tout même le temps, monde. la réalité, c'est celle qu'on va voir tout à l'heure dans ce reportage. Suivez. Nous souffrons pour avoir de l'eau. Nous souffrons. C'est la pénitence, ça. Face au cycle de fourniture en eau potable, en proie depuis plusieurs jours à la pénurie, les habitants des quartiers sud de Brazzaville affluent devant les forages pour s'approvisionner en eau potable et d'autres par contre optent pour le fleuve Congo et la rivière Doué pour leurs besoins physiologiques et d'autres. La carence en eau est un contraste pour le pays qui dispose d'un réseau hydrographique dense. L'eau, c'est la vie. Nous sommes venus à la recherche d'eau. Ça nous fait 2 semaines. L'eau ne coule pas. Comment on ne peut pas arranger la situation de l'eau? Comment tout le temps aller se laver au jouet? Outre les quartiers sud de Brazzaville, l'accès à l'eau se pose avec acuité il y a quelques mois dans d'autres zones telles que le Bled, Kombo, Massengo et lycée Thomas Sankara. Voilà un paradoxe. Vous dites avec 1000 milliards, on peut régler le problème d'eau au Congo-Brazzaville. Mais voilà la réalité que vous venez de voir dans ce reportage, ce que vivent les Congolais actuellement. Après plus de 60 ans d'indépendance, avec tout l'argent que le Congo a engrangé, je rappelle, avec son pétrole, son bois, les minerais, son port en eau profonde, ses terres arables, que sais-je encore, des recettes, voilà, fiscalo-douanières, on se retrouve dans cette situation où les Congolais n'ont même pas de l'eau potable. Je veux juste apporter un peu de la braise à notre pipe pour donner réellement comment devraient être dépensés les 2000 milliards 15 francs CFA pour moderniser et apporter la solution réelle sur les questions de l'énergie. Pour tout ce qui est modernisation des barrages existants dans notre réseau, on a besoin de 434 milliards. La construction de nouvelles infrastructures centrales électriques, nous avons besoin de 744 milliards pour déjà
générer d'autres structures qui devraient produire de l'énergie. Tout ce qui est produit solaire, dont j'ai parlé des 3000 heures d'ensoleillement que le Congo bénéficie, pour mettre ce projet en œuvre, nous avons besoin de 434 000 milliards. Juste ça. Et pour électrifier tout le pays, c'est-à-dire que les zones rurales, on a besoin de 186 milliards. Et pour renforcer un partenariat public avec l'étranger dans ce projet, il nous faut mobiliser 31 000 milliards. Est-ce que ça veut dire que Adou Ganga ne sait pas tout ça, c'est ça? Ou bien il fait... Je ne sais pas. Moi, vu que je m'intéresse à mon pays, j'essaie de m'amuser quand j'ai un peu du temps pour pouvoir me projeter pour des lendemains meilleurs s'ils ont besoin d'avoir un projet assez conséquent et rédigé. En tant que patriote, je pense que je pourrais me permettre de leur mettre disponible ce projet. Donc, il y a juste un chiffre qui manque dans ce que je venais de vous évoquer. Il y a dans la partie de l'interconnexion qui devrait nous produire 200 000 milliards à l'année. Il nous faut mobiliser 186 milliards pour faire l'interconnexion avec la sous-région. C'est très possible. Donc, ça veut dire qu'on n'a qu'à mobiliser une année de budget tel qu'il venait de le faire, c'est-à-dire qu'on prend le budget de 2025, à tout casser, on gère les problèmes de l'énergie du Congo. Non, mais dans le même temps, je voudrais juste évidemment rappeler, nous avons quand même les 14 000 milliards, même si on n'en parle pas assez. Les 14 000 milliards, à mon avis, sont planqués quelque part et ça, c'est à récupérer. On peut donc trouver les 2 000 milliards là-bas pour financer le projet. Donc, vous faisiez état tout à l'heure. C'est l'argent des Congolais et cet argent doit être rendu. Dans tous les cas, c'est 14 000 milliards, 26 milliards. Vous voyez, 14 000 milliards, on aurait combien de projets de réaliser? Plus de 7 projets. On aurait donc réalisé tous les projets dont vous avez fait état tout à l'heure. Mais bien sûr. L'eau, l'électricité et tout ça. Bien sûr. Bien sûr. Le Congo tout ça, ça a été avalé. Le Congo a besoin de 2000 km de fibres optiques pour que l'Internet soit rendu possible dans toutes les localités de notre pays. 2000 km juste. Et ça, vous avez une idée sur le coût? Là, j'ai pas encore fini cette étude. J'ai juste évalué le kilométrage qu'il faut déjà pour permettre la réalisation de ce projet-là. Mais je pense que d'ici à... Voilà. Sur ce projet Internet, il ne faut même pas compter sur le gouvernement congolais parce que c'est une menace pour eux. Ils pensent que l'Internet, c'est une menace. Il faut attendre peut-être les nouvelles équipes qui viendront après, voilà, ceux qui sont là. Béchar Tombelundu, nous sommes à la fin de notre émission. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce qu'on a évoqué, de tout ce qu'on s'est dit? Que retenir finalement? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce que nous venons d'évoquer pendant les quelques minutes? Je sais que là, on a fait un ramassé en 1 heure, c'est pas évident de traiter des sujets aussi importants. De mon point de vue, le Congo est dans une situation où il pleut. Mais l'insouciance et l'incompétence du gouvernement ne peut plus nous réduire au silence, au risque de provoquer une crue dévastatrice qui n'épargnerait personne. Les symboles de notre République ont perdu leur sens, tout comme notre devise unité, travail, progrès. Ces mots autrefois porteurs d'espoir sont aujourd'hui vidés de leur sens, écrasés par une gestion calamiteuse et une corruption omniprésente. Notre pays, le Congo, se trouve dans un tournant historique. Des infrastructures essentielles telles que l'électricité et l'eau potable, jadis accessibles à tous, sont désormais des privilèges pour une minorité, tandis que la majorité du peuple vit dans la privation. Nos hôpitaux, autrefois des lieux de guérison, sont devenus des symboles de misère et notre système éducatif à l'abandon, laissant la jeunesse sans avenir ni perspective. Le gouvernement a trahi ses responsabilités. Il a abandonné la mission
de servir le peuple, préférant s'enrichir au détriment de la nation. Les grèves se multiplient dans tous les secteurs, transport, santé, éducation, sans oublier les retraités marginalisés et abandonnés à leur sort. Même les forces publiques garantes de la République sont maltraitées. Elles sont au service d'un État incapable de les habiller correctement, de les soigner ou de garantir une répartition juste des salaires. Les écarts de salaire ne respectent aucune grille, créant des inégalités internes qui affaiblissent cette institution. Il est temps que la jeunesse congolaise prenne conscience de son rôle historique. Nous ne pouvons plus attendre que ce gouvernement se réforme de lui-même. Jeunes militants des partis politiques, vous avez une responsabilité envers ce pays. Vous êtes l'avenir et cet avenir doit être construit dès maintenant avec courage et détermination. Merci. Merci. Et donc, c'est par là que nous allons terminer. Voilà, tout est dit. Le Congo, voilà, le pouvoir de Brazzaville a créé, comme qui dirait, des sociétés à plusieurs vitesses où il y a une catégorie, voilà, de personnes qui vivent tranquillement, d'ailleurs qui ne sentent même pas la crise. La preuve est là, on vous a démontré tout à l'heure, les ministres qui gagnent 15 millions, 20 millions, 25 millions de francs CFA le mois. Dans le même temps, il y a des Congolais, plus de 70% des Congolais, qui n'ont même pas 500 francs CFA. Les statistiques sont claires. Désormais, selon, bien sûr, les dernières statistiques du recensement, on sait que le Congo a 4 500 000 jeunes dans la fourchette de 0 à 35 ans et 2 millions de jeunes, ou sinon 3 millions de jeunes actifs, donc de 18 ans à 35 ans, qui n'ont pas d'emploi, s'il vous plaît. Et lorsqu'on donnait ces statistiques, nous avons compris qu'au Congo, il y a à peine 50, sinon 60 000 fonctionnaires. Là, c'est le secteur étatique, les fonctionnaires de l'État, et nous avons à tout casser. 180 000, je pense. Voilà. Bon, voilà, ce sont des statistiques qu'on trouvera sur Internet, sur les sites, bien sûr, du gouvernement congolais. Et dans le secteur privé, à tout casser, c'est 48 000 fonctionnaires. Donc, quand je fais la somme, nous avons à peine 100 000 fonctionnaires au Congo, sur 6 millions de Congolais. Allez-y comprendre. Et rien que pour ces 100 000 fonctionnaires, on n'arrive pas à payer leur salaire correctement. Je parle de ceux qui sont dans la fonction publique. Je ne sais pas si c'est pareil dans le secteur privé, mais les 60 000 fonctionnaires, le Congo n'arrive pas à payer leur salaire. Parlons aussi des retraités, ceux-là qui ont épargné leur argent. Ouais. Donc, le mal est beaucoup plus profond et on ne comprend pas. La question demeure. Où est passé l'argent du Congo? Rendez l'argent du Congo. Rendez l'argent. Ayez une once d'humanisme. C'est le moins qu'on peut dire. Rendez l'argent d'autrui. En tout cas, merci, Béchard. Oui. Merci de ce petit moment que nous avons eu. Je souhaiterais quand même qu'on prévoie une émission sur le potentiel énergétique de notre Congo et vous comprendrez avec moi que normalement, aucun Congolais ne devrait vivre la misère que nous constatons tous actuellement. C'est pas possible que le Congolais vive dans cette misère. C'est même insultant. C'est insultant et c'est du cynisme. C'est ce qu'il faut dire. Les 200 000 milliards produits par l'effet énergétique paieraient au moins 80% de la rémunération à l'année. Donc, on n'aurait même pas besoin d'aller prendre l'argent du pétrole. Et le coût du kilowattheure, il ne fluctue pas, il est stable. Donc, c'est une ressource sûre et nette. À cette émission, on pourrait développer et mieux expliquer les choses. En tout cas, merci. Nous reviendrons, Béchard Tombé-Lundu. Merci donc d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes ancien directeur des ressources humaines CGD Congo. Vous êtes analyste économique. Merci donc d'avoir eu, sinon de nous avoir accordé votre temps si précieux, au détriment de vos occupations.
Et donc, à très bientôt pour la suite de l'émission. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez massivement cette interview, s'il vous plaît. Permettez-nous d'atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez, évidemment, de la situation actuelle du Congo-Brazzaville. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.